merci beaucoup de votre participation à tous les quatre. Pour participer à cette table ronde, donc je vais vous présenter les uns après les autres. On va peut-être commencer par Monsieur Régis Janicot. Monsieur Janicot, vous êtes député honoraire de la Loire. Vous êtes vous-même, je crois, fils d'un professeur d'éducation physique et sportif. Mais vous êtes aussi l'auteur de plusieurs rapports parlementaires sur le sport et sur la santé publique. Vous avez récemment publié un manifeste qui s'intitule « Bougeons » et qui met en garde contre les risques de la sédentarité et de l'inactivité physique. Est-ce que vous pouvez, vous évoquiez clairement une bombe à retardement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On a prévu quelques slides. Bonjour à tous d'abord, merci de votre accueil à Marseille. La sédentarité, comme le dit François Carré qui a préfacé mon ouvrage, Bougeons, c'est la nouvelle addiction à la chaise et aux écrans. C'est ce que j'ai fait pendant 3 heures ce matin, en venant de Saint-Étienne dans le train, avec en plus assis et avec un écran. Alors j'ai un peu marché quand même, entre mon domicile et la gare de Saint-Étienne, et puis entre la gare Marseille-Saint-Charles et ici l'hôtel de région. Mais voilà, la sédentarité, l'ONAS, l'Observatoire national de l'activité physique et la sédentarité, nous dit que au-delà de 7 heures en position assise, prolongée, en situation d'éveil, bien évidemment, pas la nuit, et avec une dépense énergétique très faible, eh bien, nous avons des conséquences très néfastes pour la santé, notamment de développement des maladies chroniques, et ça concerne 40% de la population. Et en particulier, pourquoi on dit bombe à retardement sanitaire, c'est que ça touche en particulier les jeunes générations. Et j'ai mis les chiffres, vous les voyez, les élèves du premier degré, c'est plus de 50% du temps de la journée, quand on compte le temps assis à l'école, parce qu'on reste derrière un bureau assis, c'est plus de 50% du temps de la journée en sédentarité, et c'est à 14-15 ans, 75% du temps de sédentarité, mais pour les étudiants, c'est 8 heures par exemple, ça a été mesuré très récemment. Pour les personnes sédentaires qui sont dans le secteur tertiaire, c'est entre 75 et 85% du temps de la journée de travail, donc entre 6 et 6h30 de sédentarité sur une journée de 8 heures. Ça, c'est la sédentarité, bien évidemment, mais il y a aussi l'inactivité physique, et ce sont 2 facteurs qui sont indépendants dans leurs conséquences dans la santé. L'inactivité physique étant tout simplement le fait de ne pas atteindre les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique quotidienne, avec le repère très simple pour les adultes de 30 minutes d'activité physique par jour. Et là, on voit une inégalité très forte entre les femmes et les hommes, puisque aujourd'hui, chez les 15-17 ans, chez les adolescentes filles, seulement 16% des filles atteignent ces recommandations d'1 heure d'activité physique quotidienne. Et on sait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à cumuler sédentarité et inactivité physique, à 22% contre 17% des hommes. Et là aussi, l'inactivité physique, c'est 40% de la population qui est touchée. Mais il y a une bonne nouvelle. Mais comment on l'explique cet écart entre femmes? C'est éducatif. Alors l'ONAPS, j'ai pas le temps de détailler, mais l'ONAPS l'explique très bien. Je vous renvoie à leurs études sur les transitions de vie des femmes. On sait que l'activité physique commence à dégringoler dès l'entrée dans l'école primaire, dans la cour de récréation en particulier, parce que les filles jouent moins que les garçons, un certain nombre de sportifs comme le foot, par exemple, mais ça continue à l'adolescence et même ensuite pendant l'enseignement supérieur, puisqu'on n'est pas organisé en France pour avoir des campus actifs promoteurs de santé, et puis ensuite, dans leur vie de femme, c'est-à-dire la double journée, triple journée, vie professionnelle, vie familiale, éducation des enfants, tâches domestiques, tâches ménagères, bon, vous voyez bien que là, quand on accouche, quand on a des enfants, quand on les éduque, eh bien c'est moins d'activité physique et c'est plus de sédentarité. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire la sédentarité, il suffit, les études le montrent très simplement, que remplacer 30 minutes de sédentarité dans la journée par 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, donc marcher d'un bon pas, 4, 5, 6 km/h, eh bien vous allez immédiatement réduire d'environ 20% les risques de mortalité prématurée et de 30% le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Donc, voilà, l'activité physique, ça marche. Et quand je dis activité physique, on ne parle pas de sport. Bien évidemment, moi je recommande le sport, de faire une activité sportive, des mobilités actives en particulier, faire du vélo, faire de la marche rapide, faire la course à pied. Mais là, je parle de l'activité physique du quotidien, c'est-à-dire monter les escaliers, promener son chien, jardiner, et puis les tâches ménagères et domestiques que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment pour les hommes.
Merci beaucoup. Bah, il n'est pas complètement fini, il est bien. J'attendais de voir si vous enchaîniez ou pas. Mais... Ah d'accord. Non, mais je pensais être relancé Guillaume, c'est pour ça. Oui, alors comment développer les modes de vie plus actifs tout au long de la vie? Très rapidement, d'abord à l'école. Alors à l'école, je pense que ce qu'il faut, c'est aménager les abords des écoles pour éviter que les parents déposent leurs enfants comme dans des drives devant la porte de l'école et donc qu'ils soient dissuadés de venir en voiture, donc marcher ou faire du vélo avec des villes à hauteur d'enfants où on aménage les abords des écoles de façon à ce que les enfants arrivent en classe en ayant fait une activité physique, ce qui est très très bon pour les apprentissages fondamentaux, notamment des maths et du français, plus de PS dans le second degré, et puis les tests de conditions physiques, des campus où dans l'enseignement supérieur on continue à faire de l'activité physique et sportive, en milieu professionnel réduire les postures sédentaires, faire du design actif, on est en train de le développer beaucoup aujourd'hui au bureau, et puis dans les établissements sociaux et médico-sociaux, développer la prescription d'activité physique adaptée. Et bien évidemment, il y a des avancées depuis la loi de 2022, je termine par là, Guillaume, mais notamment en termes d'élargissement des possibilités de prescription, mais se heurte aujourd'hui un petit peu voilà, à quelques obstacles, notamment législatifs, qui font qu'on pensait qu'il y aurait des avancées, notamment dans la prise en charge financière de la part de l'assurance maladie du parcours de soins pour les malades atteints de cancer et les diabétiques. Lors de la loi de financement de sécurité sociale. Malheureusement, cet amendement n'a pas été retenu. On en revient à des expérimentations sur la base du volontariat des ARS, financées par le FIR, ce qui n'est pas vraiment aujourd'hui l'optimum. Et donc, voilà, on est un petit peu là en train de caler sur la question de la prescription d'activité physique adaptée. Il faut absolument redonner une impulsion politique. J'espère que la ministre Catherine Vautrin, qui sera là cet après-midi, pourra là-dessus nous rassurer. Ça va être un fil rouge de toute notre journée, effectivement. Merci beaucoup, merci pour ce manifeste, merci pour le mouvement que ça a enclenché, même si effectivement tout n'a pas été retenu sur le premier PLFSS, mais on sait qu'on est sur un marathon plus que sur un sprint, c'est qu'on aura d'autres occasions de faire passer un certain nombre de choses. Justement, dans ce même mouvement, la Fédération hospitalière de France, Zainab, délégué général de la FHF, pas délégué régional, comme c'était indiqué sur le diaporama, mais vous avez émis 24 propositions pour le sport santé en général. La FHF n'était pas forcément attendue sur cette dynamique du sport santé. À ma connaissance, c'est même la première fois qu'on va aussi loin sur un sujet comme celui-là. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Pourquoi être allé sur ce sujet? C'est une demande des adhérents? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est d'abord une conviction et une évidence. Nous sommes toutes et tous attachés à notre système de santé. Et pour le rendre durable et soutenable, on n'a pas d'autre choix que de prendre le virage préventif. Et donc asseoir ce système de santé sur une logique de prévention. Alors, à double titre, d'abord pour une question de santé publique, puisque nous savons que en matière de santé publique et de prévention, il y a des enjeux, et vous venez de le dire, vous avez évoqué la bombe à retardement, mais songez que 40% des cancers pourraient être évités si nous faisions un peu plus de prévention. De la même façon, la Cour des comptes a chiffré que lorsque l'on gagnait une année d'espérance de vie en bonne santé, c'était une économie de 1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie. Donc on voit bien qu'en termes de soutenabilité, notre système de santé, c'est une évidence. C'est une évidence. Et à la Fédération hospitalière de France, nous sommes toujours en quête de marge de manœuvre, de recherche de marge de manœuvre pour à la fois mieux financer la recherche, mieux accompagner les professionnels et bien sûr, ça en fait partie. Alors, en 2024, l'année 2024 étant une année, comme vous le savez, sportive, une année de Jeux olympiques et paralympiques, en écho à cette année, nous nous sommes dit et nous avons mandaté notre comité FHF Prévention pour essayer de faire des propositions concrètes, parce que tout à l'heure nous évoquions qu'en France nous étions un mauvais élève en matière de sport. Moi je pense que chez tout à chacun, il y a une culture qui s'est initiée. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui font du vélo, qui marchent, qui courent. Donc cette culture, elle existe et elle est embringuée. En revanche, au niveau de nos politiques publiques et au niveau de nos institutions, le sport et la prévention restent encore trop aléatoires et ne sont jamais accompagnés comme il se doit. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons
travaillé sur ces 24 propositions. Peut-être que tu souhaites que je puisse les évoquer et donner les quelques grandes lignes. Alors, autour de 3 axes, ces propositions de la FHF. Le premier axe, c'est faire de l'activité physique un objet qui soit structurant des politiques publiques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'activité physique est un sujet qui regroupe de nombreux acteurs, les établissements de santé et les EHPAD, et je crois que le film était extraordinaire, je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur la nécessité et la pertinence de cela, mais également les collectivités territoriales, et puis les professionnels de santé, et ça, nous avons besoin de le faire pour pouvoir irriguer cette culture du sport à tous les niveaux. Nous avons proposé que dans le cadre des projets régionaux de santé et dans le cadre des contrats locaux de santé, puisse être pris en compte l'activité sportive, à la fois dans les parcours de soins, mais également au niveau de l'organisation des filières sur le territoire. Ensuite, un deuxième axe, c'est, et vous l'avez évoqué, de donner un cadre de financement plus pérenne à ces activités. La loi de financement de 2024 propose quelques dérogations, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin, tout à fait, beaucoup plus loin, et par exemple reconnaître à la fois la fonction, la rémunération des animateurs d'activités adaptées dans nos établissements. Tout ce que nous avons vu là, c'est aussi organisé par des animateurs en gymnastique adaptée, et pour lesquels aujourd'hui il n'existe pas de statut. Il n'existe rien, donc il faut pouvoir aussi leur offrir des perspectives. Et puis enfin, le troisième axe, c'est l'intégration effective de l'activité physique dans les parcours de soins. Nous le savons aujourd'hui, mais il faut le généraliser, qu'il s'agisse des activités de pathologie cancérologie, de la psychiatrie. L'activité physique est essentielle, à la fois pour le rétablissement, à la fois pour prévenir. Et puis de donner la possibilité et d'encourager à la prescription dans les parcours de cette activité physique qui reste encore aujourd'hui trop limitée. Dernier élément de ce troisième axe, c'est agir auprès des professionnels de santé. Ça a été évoqué notamment avec Bastien Lepers qui a évoqué les activités des hospitaliers. L'idée étant que nous avons proposé, par exemple, que puisse être décompté du temps de travail une activité sportive des professionnels de santé, parce que d'abord, il y a à la fois un gain pour eux, un gain pour l'employeur, pour la collectivité, puisque un professionnel de santé qui s'occupe de sa santé, c'est aussi un professionnel qui sera plus présent et qui pourra aussi s'occuper des autres. Et bien évidemment, je n'ai pas oublié le secteur médico-social qui est aussi engagé, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà très rapidement pour les 3 axes, pour ces 24 propositions de notre comité FHF, présidé par professeur Chollet, neurologue, et par ailleurs président d'un conseil de surveillance d'un établissement psychiatrique, donc c'est pas neutre non plus. Merci beaucoup, Zainab. Monsieur Janico nous a expliqué, a traduit le besoin de manière assez claire. Zainab nous a montré ce qu'était la compréhension par les établissements publics, EHPAD et hôpitaux, et leur volonté d'agir. Encore une fois, le film, je crois, on a apporté un très beau témoignage. Mais en même temps, on bricole. On fait, les établissements font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Docteur Catherine Grenier, vous êtes directrice des assurés, excusez-moi, à la CNAM. Est-ce que, à partir du moment où la CNAM, par définition, a vocation à trouver une maladie, dans quelle mesure est-ce que vous avez vocation, compétence à financer l'activité sportive globalement? Merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup à l'organisation de cette journée d'avoir invité l'assurance maladie à venir. Et je tiens à excuser notre directeur général qui n'a pas pu se déplacer mais qui m'a confié la mission de représenter l'assurance maladie ici. D'abord, je voudrais dire que à l'assurance maladie, on est complètement conscient que activité physique et activité physique adaptée sont bénéfiques à la santé et donc bénéfiques pour les dépenses de santé, et c'est quand même un de nos enjeux importants. Beaucoup de chiffres ont été donnés, donc je ne vais pas en donner d'autres, j'en retiens juste un. 95% de la population française est en risque
en lien ou avec la sédentarité ou avec l'inactivité physique. C'est un point extrêmement important, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Donc la première chose. La deuxième chose, c'est que l'activité physique, c'est pas quelque chose qui a vocation à être financé par l'assurance maladie. L'activité physique, c'est une activité quotidienne qui doit être dans la culture de tous, qui permet le bien-être physique, social et mental, et qui prévient, ça a été dit aussi, un certain nombre de maladies, et notamment les maladies chroniques. Je vais citer les trois grands ensembles: cancer, psychiatrie et maladies cardiovasculaires et associées. Ces trois grands ensembles représentent une part extrêmement importante des maladies chroniques évolutives qui concentrent déjà une part majoritaire des dépenses de santé et qui vont s'aggraver dans le temps si on ne fait rien. Alors, que fait l'assurance maladie par rapport à tous ces éléments-là? Elle essaie de faire des choses. D'abord, de la communication grand public pour effectivement participer à l'effort de mobilisation de la société sur l'activité physique. Donc, on a une grande capacité via nos comptes Amélie, puisque plus de 40 millions des Français ont un compte Amélie. Ça nous permet de diffuser de l'information de prévention et on l'utilise beaucoup pour ce sujet-là. On est capable de mesurer l'impact de ces mesures? Alors, c'est extrêmement difficile à mesurer en termes d'impact. Ce qu'on sait, c'est que nos messages sont assez bien lus, ouverts, cliqués. On ne va pas beaucoup plus loin, mais c'est déjà bien. On espère voir de l'évolution dans les pratiques d'activité physique de la population. Et puis, évidemment, on participe actuellement à la grande cause nationale organisées par l'État et aux journées pour une France en forme qui sont organisées dans le cadre des JO. Alors ça, c'est la com grand public pour les personnes non malades, mais l'assurance maladie, elle doit se concentrer quand même sur les personnes malades. Donc là, on va parler d'activité physique adaptée. Et sur l'activité physique adaptée, ça a été dit aussi, on a un sujet de prescription. Alors, il y a un sujet de prescription dans les établissements de santé, il y a aussi un sujet de prescription en ville par les professionnels de santé. Donc on a des actions qui visent à promouvoir cette prescription d'activité physique adaptée. Je le dis avec une petite parenthèse, même si elle n'est pas remboursée. Déjà la prescrire, mettre les personnes en alerte sur le sujet et aussi assurer la manière de le prescrire correctement, parce qu'on a des freins des professionnels de santé qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à la méconnaissance de l'offre des professionnels qui sont récents. Les enseignants en pratique l'activité physique adaptée, c'est des professionnels récents, donc il y a des craintes. Il faut lever ces craintes, et pour cela, nous communiquons d'ailleurs aujourd'hui vis-à-vis de l'ensemble des professionnels de santé concernés, c'est-à-dire médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmières, kinés, sages-femmes, de manière très large, pour promouvoir cette activité physique adaptée, faire connaître l'offre de sport santé qui peut permettre de faire de l'activité physique adaptée localement sur l'ensemble des territoires, et puis promouvoir aussi le bénéfice de l'activité physique, parce que ce n'est pas gagné vis-à-vis des professionnels de santé, il y a vraiment de la culture à développer. D'où la journée de demain. Tout à fait. Et tout cela, évidemment, est en complément de ce que nous faisons en termes d'expérimentation. Donc, tout le monde connaît ici les articles 51 qui permettent de démontrer l'efficacité. Un certain nombre sont en train de rentrer dans le droit commun. La première expérimentation 51 qui est rentrée dans le droit commun, c'est Mission Retrouve ton CAF, qui fait de la prévention du surpoids de l'enfant. Et cette prévention du surpoids de l'enfant, elle associe, comme très souvent d'ailleurs les thérapeutiques sur les maladies chroniques, un accompagnement tridimensionnel, associant à la fois de la psychologie, de la diététique et de l'activité physique. On ne parle pas beaucoup de diététique ici aujourd'hui, je peux dire que c'est quand même très lié l'un à l'autre, et qu'il n'y a pas de bon état corporel sans les deux piliers que sont la diététique et l'activité physique. Merci beaucoup. C'est très clair sur ce que l'assurance maladie fait à date. Est-ce que, alors évidemment sans engager trop votre institution, mais on est entre nous, mais on sent bien que c'est le vent de l'histoire quelque part. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que globalement, dans les années et décennies à venir,
cette dimension financement du sport santé en général et de l'activité physique adaptée en particulier soit mieux et plus prise en compte pour le financement des établissements et finalement des assurés sociaux. Oui, tout à fait. Alors, je pense que l'assurance maladie a montré son volontarisme sur le sujet dans son rapport stratégique de l'année dernière chargé de produits, où nous proposions le financement de l'activité physique adaptée pour deux grandes pathologies qui étaient le cancer et le diabète. Pourquoi ces deux pathologies? Parce qu'on a un sujet de montée en charge aussi, d'assurer la soutenabilité du système. Donc on avait choisi de commencer avec ces deux pathologies en étant bien conscient que ça devrait s'élargir, et parce qu'aussi il y avait eu des textes de loi qui permettaient de construire des parcours spécifiques, que ce soit pour le cancer et le diabète, qui ont été plus ou moins mis en œuvre, et cela en fonction des secteurs aussi. Aujourd'hui, on a donc nos recommandations n'ont pas été retenues, comme ça a été dit, sur la loi de financement de la sécurité sociale 2024, mais il y a eu quelque chose dans la loi de financement de la sécurité sociale qui est le parcours coordonné renforcé, donc par son petit nom PCR, qui va permettre une porte de sortie en droit commun des articles 51 et qui doit vous permettre de trouver des modalités de financement pour justement ces services rendus que sont diététique, psychologie et activité physique, notamment. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les trois principales. Et dans ce cadre-là, on rejoint totalement la FHF sur le fait qu'il faut reconnaître des compétences, agréer des professionnels et pouvoir conventionner avec eux en ville, comme c'est fait contractuellement dans les établissements de santé. Donc oui, la voie du développement, elle est en train de se construire. Elle est tracée, on va y aller progressivement, mais on espère bien, et moi en tant que directrice des assurés, je suis là pour le porter, bien entendu, en lien aussi avec toutes les actions qui sont faites localement par le réseau de l'assurance maladie pour promouvoir telle ou telle initiative, mais on partage le fait que on fait des petits moyens et des petites séquences alors qu'il faudrait une organisation nationale. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos, merci vraiment. Je vais me tourner maintenant vers Alexis Bataille-en-Mer, à double titre. Je vais d'abord t'interroger, alors comme plusieurs personnes autour de la table, tu es un soignant, j'allais dire un ancien soignant, mais en fait on est tous soignants toute sa vie, et tu es un des trois rédacteurs du rapport sur la santé des soignants. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui concernent très directement le sport santé dans la prise en charge de la santé des soignants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Bonjour à tous. Alors pour moi qui viens des armées, déjà d'une part, je suis toujours assez surpris puisque dans les armées, on considère que le corps et l'esprit du militaire sont ses premières armes. Et dans le monde civil, et notamment dans le système de santé, on a quand même assez peu de considération pour le corps et l'esprit du soignant, partant du principe pourtant que le corps et l'esprit du soignant sont ses premiers outils de soin. C'est sur ces deux piliers qu'on s'est appuyé pour corriger un rapport ministériel sur la santé des professionnels de santé avec le docteur Philippe de Normandie, chirurgien, la docteure Marie-Claise Guilhuy, qui est médecin généraliste libéral ici même à Marseille, puis moi, le paramédical de la bande, infirmier, ancien militaire, donc vous l'avez compris. Le sujet du sport santé, évidemment, il est abordé dans notre rapport, puisque aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de revues scientifiques et d'études qui ont conduit à une conclusion, c'est que le sport, à la fois médicament, mais aussi comme outil de prévention, pouvait agir sur un certain nombre de facteurs, et notamment le stress ou les troubles musculo-squelettiques. Or, il se trouve que dans notre consultation nationale qu'on a menée auprès de 50 000 professionnels de santé, 30% d'entre eux ne pratiquent pas une activité physique. J'insiste bien sur physique avant d'aborder le sujet de l'activité sportive. Par rapport à la moyenne nationale? Par rapport à la moyenne nationale, à quel écart? Nos professionnels de santé, par exemple, si on les compare à la population générale, exercent environ 30 minutes d'activité physique en moins que la population générale. Ce qui revient dans les verbatims, c'est que ces professionnels de santé n'ont pas et ne pratiquent pas d'activité physique pour une première raison qui est celle du manque de temps. Et ce manque de temps, alors à juste titre, il est intéressant quand même ce manque de temps parce qu'il leur évite aussi par rapport à la population générale de traîner devant la télé et devant les ordinateurs. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est ce manque d'activité physique. Et être debout dans un service
Et courir d'une chambre à l'autre, ce n'est pas pratiquer une activité physique ou sportive. Malgré l'effort, malgré parfois les séquences transpirantes de soins, ce n'est pas une activité physique ou sportive. Donc, sur ce sujet aussi, je pense qu'on doit être raison de garder, et notamment cette semaine, un très bon article a été publié dans une revue scientifique étrangère sur le sujet, qui étudie la relation entre les comportements de santé et l'état de santé des professionnels de santé, en mettant en évidence que les comportements de santé, tous les professionnels de santé n'adoptent pas de mauvais comportements de santé à leur entrée sur le marché du travail. Et que ces comportements de santé se développent bien en amont de l'entrée sur le marché du travail, quasiment au cours de l'enfance, voire dans l'adolescence. Et tout à l'heure, vous l'avez rappelé, plusieurs intervenants l'ont dit, la pratique d'une activité physique ou sportive, cela s'acquiert en partie durant l'enfance ou l'adolescence. Et donc ces professionnels de santé qui arrivent dans les établissements de santé, s'ils ne sont pas acculturés, s'ils n'ont pas cette habitude de vie à pratiquer une activité physique ou sportive, en fait l'environnement de travail, et cette étude le démontre, n'a aucun impact, puisque on pourrait quand même partir du principe que l'ensemble des soignants ont reçu une formation scientifique et académique suffisante pour leur faire comprendre que pratiquer une activité physique ou sportive, ça avait un intérêt sur sa propre santé. En fait, pas du tout. Les soignants, comme le commun des mortels, en fait, met en place des stratégies d'évitement, fait en sorte, pour ceux qui ne sont pas culturés à ces pratiques physiques ou sportives, à ne pas en faire, quoi qu'il se passe. Donc ça veut dire que l'enjeu du sport santé se joue même bien avant l'entrée sur le marché du travail, se joue bien avant de devenir soignant et se joue dans l'enfance. Nous, ce qu'on a proposé dans notre rapport, c'est que au cours de la formation initiale, il y a un vrai sujet autour de l'activité physique ou sportive, parce que notamment pour les formations paramédicales, il n'existe pas d'unité d'enseignement, ou alors de façon très hétérogène, sur le sujet de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et la déléguée générale l'a rappelé, un professionnel de santé qui va bien, c'est un professionnel de santé qui soigne bien, et sur ce sujet, je pense qu'on a quand même tout loisir à promouvoir le sport santé pour ces professionnels de santé, puisque aussi, ces professionnels de santé sont les premiers ambassadeurs de la démarche de prévention et de promotion de la santé. Et si un professionnel de santé est convaincu, il va délivrer le bon message au bon moment, au bon patient, ça rappellera des souvenirs à certains soignants, sur ce caractère essentiel et indispensable de pratiquer une activité physique ou sportive. Très bien, merci beaucoup. Je vais te demander pour une autre casquette. Tes fonctions actuelles, tu travailles dans une complémentaire santé. On a vu tout à l'heure que l'envie était là, les besoins étaient là, l'organisation était là, les financements ne sont pas tout à fait là, on bricole comme on veut. L'assurance maladie nous a expliqué les actions qu'elle avait pu mettre en œuvre dans le cadre juridique contraint qui est le sien. Est-ce que quelque part les complémentaires santé sont un vecteur mobilisable pour aider les structures de santé, pour aider les collectivités locales, pour aider toutes les initiatives qui se mettent à œuvre? Je vais faire la transition avec le sujet de la santé des professionnels de santé, puisque il y a presque un mois, le ministre Frédéric Valletoux a annoncé la création d'un comité de suivi ministériel sur le sujet de la santé des soignants, dont l'un des axes de travail sera d'élaborer et de réfléchir à la manière avec laquelle on peut créer une culture de prévention. Et je crois que les complémentaires santé, puisque quand on parle de culture de prévention, on parle d'engagement collectif, et ça nous concerne tous, qu'on soit individu ou institutionnel, politique, décideur hospitalier, établissement employeur, et de ce fait, les complémentaires santé ont un rôle à jouer là-dessus. D'abord en s'appuyant sur l'existence, c'est-à-dire le droit commun et tous les dispositifs que vous avez rappelés dans le cadre de ce droit commun, et puis ensuite en étant à l'avant-garde de tout ce qui est prévention et promotion de la santé, alors sans faire de placement de produits, mais je vais vous parler des hospitaliers. On a créé récemment, il y a moins d'un an, une direction de la prévention qui aujourd'hui va et travaille sur un cycle dédié à l'hygiène de vie dont fera partie l'activité physique et sportive et le sport santé. Et on s'appuie encore une fois sur le droit commun, puisque nos activités, nos actions de prévention et de promotion de la santé, on les inscrit dans la continuité de ce que font les pouvoirs publics, notamment avec la distribution du guide des 50 outils pour mieux manger, pour mieux bouger, mais aussi en participant à la grande cause nationale, puisque tout à l'heure j'ai dit, les soignants ont
pratiquent une activité physique qui est en deçà de 30 minutes de la population générale. Il se trouve que 30 minutes, c'est le minimum de base pour promouvoir une santé quand même plus ou moins améliorée. Et bien nous, on s'appuie là-dessus et on accompagne les dispositifs à l'échelle soit territoriale, soit d'un établissement qui portent et qui collaborent à ces démarches de santé publique. Tu as des exemples concrets en région? En région, on est plutôt dédié... Pas de mutuelle ou d'autres, hein, pour le coup. Mais... oui, alors, en dehors de la MNH, de façon générale, la plupart des actions sont des actions qui sont orientées sur le bien-être et la santé. Alors, soit en accompagnant des séquences de coaching, soit en accompagnant des séquences de sport collectif, soit aussi en allant directement, et vous l'avez rappelé aussi, sur des sujets connexes au sport santé, qui sont la nutrition et l'alimentation. Parce que il est utile quand même de rappeler que dans notre consultation nationale, on a mis en évidence que 45% des soignants interrogés estimaient ne pas avoir une hygiène alimentaire adaptée. Pour plein de raisons, à la fois pour des questions d'éducation à la santé, mais aussi pour des questions d'ordre financier, pour des questions également d'organisation, pour des questions de logistique, et aussi parce que sur différents contexte de travail, notamment le travail de nuit, on sait que l'alimentation et la nutrition sont de véritables freins à une hygiène de vie adaptée au-delà du sport santé. Donc les complémentaires santé et notamment la MNH travaillent sur ce sujet-là en collaboration avec les établissements de santé, parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout qu'il y a des subtilités territoriales, il faut promouvoir des actions, et c'est ce qui fait la force de l'éducation à la santé, qui sont adaptées aux besoins, et en règle générale, ces besoins sont spécifiques et territoriaux. Merci beaucoup Alexis. Je vous propose qu'on prenne un bon quart d'heure d'échange avec nos 4 intervenants. La parole est à la salle. Pour des questions ou des commentaires. Madame, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis le docteur Banel, je suis directeur de la santé au département des Alpes-Maritimes. On est une collectivité territoriale très proactive en matière de santé et des politiques de santé. Et donc je voudrais faire 2 remarques par rapport à votre PowerPoint, parce que j'ai été un peu interpellée par le financement par les départements de l'APA. Alors si c'est l'activité physique adaptée ou l'allocation personnalisée d'autonomie, comme c'est APA aussi. Donc voilà, je faisais le lien. Je pense que vraiment la santé publique doit être une véritable politique et une mission de nos collectivités territoriales. Ça doit être vraiment ancré maintenant et de plus en plus, puisqu'on a cette perspective sur les territoires et cette analyse, ce diagnostic de territoire qui est quand même important. Et donc au niveau de la politique santé-sport, c'est un atout majeur, mais il faut vraiment culturer et avoir une itération santé qui permette à tous les acteurs élus, administratifs, de comprendre quels sont les enjeux de santé publique qui tournent autour de ces problématiques de la santé et du sport. Dans le département des Alpes-Maritimes, on essaye, avec la direction de la santé, d'initier un peu cette acculturation à la santé et au sport. On a monté, donc hier il y avait les matinales santé-sport au musée du sport et qui sont faites en partenariat avec le musée du sport et la direction de la santé. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine de faire comprendre aux élus, mais aux gestionnaires aussi administratifs de nos directions, enfin de nos collectivités, cet enjeu-là lié à la prévention, puisqu'on a quand même des difficultés à faire comprendre quel est le bénéfice financier à investir dans ces objectifs de prévention au lieu du soin. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Monsieur Jonico, peut-être pour une précision sur la signification de l'acronyme APA. Alors moi, je ne suis plus député, je l'ai été pendant 15 ans, mais je suis encore conseiller départemental dans mon département, la Loire, depuis 20 ans. Donc il s'agit bien de l'activité physique adaptée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le sport est une compétence partagée. Moi, j'aimerais que ça soit un peu mieux clarifié. On n'y arrive pas trop entre les échelons, tout le monde veut tout faire.
Mais en tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que le département, notre département, c'est 900 millions de budget et 650 millions d'euros sur les compétences sociales, personnes âgées, personnes en situation de perte d'autonomie, personnes en situation de handicap, enfance, famille. Il y a là des montants financiers gigantesques. On ne consacrerait que 0,01% ou 0,1% de ces sommes à financer des enseignants activités physiques adaptées pour intervenir, puisqu'il va y avoir maintenant des référents dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est dans la loi, et maintenant le décret est paru, et même la circulaire ministérielle. Donc on espère que ça va aller vite maintenant, qu'on fasse intervenir des enseignants activités physiques adaptées dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les établissements où il y a des personnes en situation de handicap. Deuxième grande inégalité dans ce pays. 50% des personnes en situation de handicap ne font jamais une activité physique et sportive. Jamais. Donc c'est le double de la population générale, et ça c'est proprement inacceptable. Donc effectivement, je suis pour que le département, vu ses compétences sociales très étendues, puisse effectivement participer en tant qu'échelon de collectivité locale au financement de l'activité physique adaptée, aux côtés des autres acteurs, bien évidemment. On a cité les mutuelles tout à l'heure. Il y en a 45 aujourd'hui qui financent plus ou moins des séances d'activité physique adaptée, un accompagnement de leurs sociétaires. Moi, je proposerais que pour celles qui le font, on puisse les encourager en modulant la taxe de solidarité additionnelle à la baisse, tout simplement pour inciter financièrement ces mutuelles à le faire, voilà, et à prendre en charge ces séances d'activité physique adaptée. Il faudrait que ça fasse l'objet d'un amendement au prochain PLFSS. Alors, moi, j'ai été à l'origine de l'amendement en 2016 avec Valérie Fournéron, Pascal Guilhem et Brigitte Bourguignon, qui a introduit finalement la prescription d'activité physique adaptée par le médecin traitant à l'époque. On avait vraiment mis un tout petit pied dans une toute petite porte. Les affections de longue durée, enfin c'était quand même 10 millions de personnes. Aujourd'hui, on a rajouté les personnes en perte d'autonomie, donc 3 ou 4 millions, je pense au bas mot, de personnes, les malades chroniques. 10 millions aussi, donc potentiellement on peut prescrire aujourd'hui à 25 millions de personnes dans le pays. Mais entre ce qu'il y a sur le papier et la réalité, on voit bien qu'il manque de la formation initiale et continue pour les médecins et pour les professionnels de santé et pour le médico-social. Et puis derrière, s'il n'y a pas, les gens ont entendu sport sur ordonnance. C'est une double erreur, parce que d'abord c'est pas du sport, c'est bien de l'activité physique adaptée, qui est un petit peu différent du sport santé d'ailleurs, qui est orienté vers l'amélioration du bien-être et de la santé comme son nom l'indique, mais l'activité physique adaptée, on est bien là dans une action thérapeutique prescrite par rapport à une pathologie, par rapport à des limitations, et ce qu'on vise, c'est l'autonomie de la personne. C'est les personnes qui ne peuvent pas prendre en charge leur activité physique de façon autonome. Eh bien, avec moi ce que je propose, c'est qu'effectivement dans la prescription, la première consultation chez le médecin puisse être prise en charge par l'assurance maladie. Que cette prescription ne soit pas trop compliqué pour le médecin. Vous avez peut-être lu le décret sur la prescription d'activité physique adaptée. On lui demande le type d'activité, la durée, la fréquence, l'intensité. Et bien, je serai médecin. Voilà, alors qu'il y a des maisons de sport santé aujourd'hui qui sont faites, et qui sont d'ailleurs dans la loi, monsieur le sénateur, qui sont faites pour justement pouvoir orienter, informer, et former les acteurs aussi, mais orienter et informer les patients vers le meilleur professionnel de santé, enseignant à part, ou club sportif avec les bénévoles diplômés ou qualifiés. Donc voilà, je pense que le financement c'est ça. Je vais juste terminer d'un mot. Je vous en prie. Je pense qu'on est dans un pays qui adore les expérimentations, mais qui a beaucoup de mal à passer au déploiement généralisé de dispositifs. Et c'est ça qui nous manque maintenant à l'activité physique adaptée. Moi, je salue le tournant écrit du rapport effectivement de l'assurance maladie de juillet 2023, puisque c'est un changement un peu de doctrine quand même, il faut bien l'avouer, mais on a encore du mal à enclencher après les articles 51, dont certains d'ailleurs les décrets dont ils ne sont jamais parus. Donc moi, quand je suis législateur, il faut toujours, monsieur le sénateur, vérifier que le réglementaire suive la volonté du législateur. Et on devrait y passer un peu plus de temps, effectivement, quand on est en fonction d'évaluation et de contrôle. Bon, le décret sur le diabétique n'est jamais paru, quand même, 3 ans après. Et c'est vrai que là, la petite déception par rapport à la loi de financement de sécurité sociale, c'est qu'on repart dans un cycle d'expérimentation à la bonne volonté des ARS, que je trouve pas très normal en termes d'inégalité territoriale. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à une possibilité pour les malades du cancer d'avoir un accompagnement d'activité physique adapté, et avec un financement qui est aussi, là aussi très aléatoire, qui est le fonds d'intervention régional.
Bon, là, voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse à vraiment des dispositifs nationaux, et puis maintenant qu'on y aille à fond. Hein. Les articles 51, on va avoir Odile Diagana tout à l'heure, qui est présente à Sources Santé. Voilà, on a des évaluations aujourd'hui sur les malades cardiovasculaires, cardio-respiratoires. On a eu, retrouve ton cap, on n'a même pas attendu l'évaluation, là, pour le coup, parce que les chiffres étaient tellement catastrophiques sur l'obésité pédiatrique, 18% d'obésité, hein, plus que la population générale chez les 2-7 ans, que Jean Castex, il a dit on déploie de façon générale dans toute la France 32 millions d'euros d'un coup. Donc voilà, on est capable, à un moment donné, aussi. Je crois que Mme Grenier veut vous répondre. Oui, je vais intervenir sur deux choses. D'abord, pour vous dire, sur Mission Retrouve ton cap, on avait effectivement le sujet de l'obésité infantile qui explose, j'ose pas dire explosait parce qu'elle explose encore, et le sujet d'une première évaluation, même si elle était encore en devenir, des premiers résultats très positifs de l'expérimentation. On n'a pas généralisé sans aucune visibilité sur le résultat de l'expérimentation, c'est important. Et je voudrais dire aussi que sur l'année 2024 et l'année 2025, on n'est quand même plus dans une perspective uniquement d'expérimentation, puisqu'on a ces parcours coordonnés renforcés dans la loi qui vont se décliner. Et je compte sur la vigilance de tous les acteurs en décret pour que chaque expérimentation qui a montré son efficacité, et elles sont nombreuses dans les articles 51, puisse être intégrée dans le droit commun. Donc, on est passé à l'étape d'après. Maintenant, il faut bien s'assurer que tous les éléments réglementaires vont suivre pour que ça puisse être une réalité à court terme. L'article 51 était absolument nécessaire, mais pas complètement suffisant s'il ne se traduise pas par un dispositif pérenne et national. On a le temps pour une dernière question ou commentaire, s'il est concis. Monsieur. Bonjour, la chevalier, table maison la Romaine dans le Vaucluse. Juste une petite remarque sur, on parle de sport, activité sport santé et un petit peu de nutrition. Dans l'établissement que je dirige, j'ai fait le choix de permettre à tous les personnels de pouvoir accéder aux repas faits par la cuisine de l'hôpital au prix le plus bas possible. On fait juste le prix des denrées alimentaires, donc ça nous revient à 2,40 € le repas. Lors du dernier contrôle URSSAF, j'ai été redressé parce que la réglementation demande que le prix du repas soit au minimum, et c'est fixé par la loi, à 2,80 € pour 2023, 2,90 € en 2024, ainsi de suite. Il aurait fallu que je déclare en avantage en nature ou différentiel. Donc c'est juste la petite remarque. Donc voilà, on veut faire des essais, on essaye d'aller dans certaines directions, et malheureusement des fois on est un petit peu bloqué. Sur l'APA, le professeur d'activité physique adaptée, ça aussi c'est un métier très important pour nous au niveau du médico-social et du SMR. Ce sont des métiers émergents qui viennent compléter la palette de rééducation. Donc nous essayons de les mettre en avant. Et là aussi, il nous manque un outil. C'est que nous n'avons pas de support réglementaire. Le métier n'existe pas. Nous venons d'avoir depuis 2023 une fiche de poste, donc ce qui permet le recrutement, mais nous n'avons pas de grille indiciaire. Donc nous ne pouvons pas proposer d'avenir à des professionnels dans le cadre de ces métiers. Donc ma question est-ce qu'il y a une ouverture, quelque chose qui pointe son nez pour espérer que ce métier soit reconnu à la fois dans le médico-social et dans le sanitaire? Merci. Qui veut répondre? Oui. Écoutez, en tout cas, c'est ce que nous espérons fortement à la Fédération hospitalière de France, parce que ça fait partie des propositions que nous avons faites dans le cadre du livret sport santé, et c'est ce que nous allons livrer dans le cadre de notre livre blanc sur bâtir le système de santé de demain, l'avenir, et nous espérons bien que ce soit repris. Et ça me permet de rebondir sur le fait que la question de la prévention, c'est une question de court et moyen et long terme. Et ce n'est pas forcément le temps de l'urgence politique ou du temps politique. Et tant qu'on n'aura pas installé cette logique dans le cadre ne serait-ce que dans le cadre de la construction mentale, monsieur le sénateur, je sais que vous y êtes extrêmement sensible, tant qu'on ne bâtira pas notre objectif national de dépenses de santé sur des objectifs de santé publique, avec des indicateurs à la clé, avec une vision pluriannuelle, on n'arrivera pas à faire de la prévention
le soubassement de nos politiques de santé. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que vous l'avez vu, les acteurs sont prêts, les initiatives, il y en a partout. Il y a des directions qui s'organisent, des CHU, des centres hospitaliers qui mutualisent pour organiser une direction de la prévention à l'échelle d'un territoire. Les élus sont impliqués, tout le monde est impliqué à tous les niveaux, mais il faut absolument qu'on puisse s'inscrire ce temps. Je crois que c'était une magnifique conclusion à cette table ronde. Donc, je voudrais vous remercier très chaleureusement tous les quatre. Bravo. C'était extrêmement riche. Je rappelle le titre du manifeste de M. Jenicot qui se fera un plaisir de vous dédicacer. Bougeons au manifeste pour des modes de vie moins sédentaires. Merci à nouveau à tous les quatre.